Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Avant de visiter ce sous-marin, je vais vous dire un petit mot sur la personne qui va vous faire visiter. Moi-même, voilà. Donc j'ai passé 20 ans dans les sous-marins. En particulier, ma première embarquement sur sous-marin était sur l'Ariane, qui était le dernier de la série des Argonautes. Donc je connais assez bien la vie à bord de ce bateau, où j'ai passé 2 ans. Et quand je le visite maintenant, je me demande comment j'ai pu vivre à bord, mais je vous promets que ça s'est très très bien passé. Voilà. Alors ensuite, j'ai comment je peux dire, navigué sur différents modèles de sous-marins, essentiellement les Daphné, qui ont pris la suite, je vous en parlerai tout à l'heure, qui ont pris la suite de l'Argonaute. Et sur un narval aussi, j'ai commandé le Marsouin, j'ai commandé la Diane. Et puis ensuite, au sous-marin, je suis resté à l'époque où on a vu arriver les premiers sous-marins nucléaires. Et là, j'ai appareillé avec, comme instructeur pour former un peu les commandants de sous-marins nucléaires qui avaient passé pas mal de temps dans l'arsenal de Cherbourg. Il fallait les remettre un peu en forme pour être capable de bien se débrouiller face aux difficultés, surtout de l'écoute. Voilà. Ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est quand même exceptionnel, dans une grande ville comme Paris, de pouvoir trouver un vrai sous-marin. Et du coup, il y a 2 ans, ce sous-marin a été décrété monument historique, exceptionnel. Voilà. Bon, ce sous-marin a été conçu dans l'arsenal de Cherbourg par des ingénieurs français qui voulaient faire un nouveau modèle de sous-marin assez différent de ce qu'on voyait jusque-là, qui étaient essentiellement des sous-marins conçus par les Allemands. Voilà. Et donc en mettant l'accent essentiellement sur le silence, sur un sous-marin qui est capable de naviguer sans faire trop de bruit et de bien écouter tous les bruits à l'extérieur. Voilà. Donc ce sous-marin, bon, vous allez le visiter, vous verrez qu'il est très étroit, très petit, et donc on n'en a construit que 4. Voilà. Juste un petit peu avant de le visiter, vous dire que la France, après la guerre, avait construit un modèle de sous-marin qui s'appelait les types Narval, qui était une copie des derniers sous-marins allemands, qui eux avaient construit des centaines, hein, mais les derniers étaient remarquables. Donc on en avait même un qu'on avait appelé le Roland Morillo, et les Narval étaient donc un modèle un peu copié sur les... Et donc nos ingénieurs ont voulu concevoir un modèle de sous-marin vraiment nouveau, avec beaucoup de nouveautés à bord, et en particulier très silencieux. Voilà, qui permettait à cette époque-là, où on était en pleine période face à la marine soviétique au large, où il y avait plein de sous-marins, il fallait pouvoir les pister, et pour ça il fallait être silencieux et bien écouter. Voilà, c'était un peu le rôle de ce sous-marin qui l'ont fait, mais qui était malheureusement un peu trop petit, comme je vous l'ai déjà dit, et qui ont permis de faire exactement le même modèle de sous-marin, mais 3 fois plus gros. Voilà. En gros, ce sous-marin a été conçu en 1952, lancé en 1955, il a navigué à partir de 1955, et il s'est arrêté en 1982. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même presque 30 ans d'existence, mais je suis content quand même de pouvoir dire quelque chose. La plupart des officiers mariniers, sous-mariniers qui étaient à bord avaient cette envie de rester toujours sur ce type de sous-marin. Donc il y avait quelque chose d'exceptionnel, je pense, de vivre à bord de ce sous-marin, car généralement, certains, quand ils avaient commencé par un premier embarquement là, ne voulaient plus voir que ce type de sous-marin.
c'est quand même rare. Alors bon, écoutez, maintenant que vous avez vu un petit peu ce sous-marin vu de l'extérieur et un peu tout ce que je vous ai dit sur son existence et son histoire, le mieux c'est d'aller le visiter à l'intérieur, de voir, vous verrez vous-même que la vie à bord n'était pas commode, mais ça montre un bon exemple de vie à bord d'un sous-marin. Voilà, bonne visite. Nous débutons cette visite de l'Argonaute par le poste arrière. Le poste arrière où passe la ligne d'arbres qui va vers l'hélice et où vivaient les officiers mariniers les plus jeunes, hein, les seconds maîtres, hein, et essentiellement les seconds maîtres électriciens et mécaniciens. Hein, voilà. Vous voyez, c'est assez étroit, mais je vous rappelle que ce sous-marin, quand on l'a créé, on avait inventé ce qu'on appelait la couchette chaude. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 bannettes pour 3. Et comme ça, celui qui était de quart quelque part, quand il descendait, après avoir été remplacé, il se mettait dans la couchette de celui qui l'avait remplacé. Elle était chaude. Voilà. Donc on avait gagné un peu de place comme ça, dans un tout petit sous-marin comme celui-là. On va maintenant avancer un petit peu et on va pénétrer dans le local des moteurs. Voilà, nous sommes ici dans le local dit des moteurs avec le moteur électrique ici. Il y en a 2, le moteur électrique principal, MEP, et le moteur électrique de croisière, MEC. Voilà. Les moteurs électriques, eux, n'avaient comme seul but de faire tourner l'hélice. Et dans ce compartiment, il y a aussi 2 petits diesels qui n'avaient comme seul but de remplir la batterie quand elle se vidait. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait les faire tourner. Alors c'était des petits diesels, puisqu'ils ne faisaient que ça, ils n'étaient pas rien à voir avec la ligne d'armes. Donc on avait fait des petits diesels qui tournaient rapidement et qui tournaient en particulier avec le schnorchel. Le schnorchel, vous savez, c'est un tuyau qui permettait de lancer les moteurs diesel en étant juste sous la surface, mais avec un gros tube qui permettait aux 2 diesels d'aspirer de l'air. Voilà, donc on va avancer dans ce compartiment. Vous avez les deux tableaux de manœuvre des 2 moteurs électriques et ici la manœuvre de la charge de la batterie. Alors ici vous avez de chaque côté les échappements des 2 diesels et derrière chaque diesel les 2 génératrices permettant d'alimenter la batterie en électricité. Voilà. Alors là, on va quitter le local des moteurs pour rentrer dans la partie vivante du sous-marin. Partie humaine, disons. Voilà. Ici, vous trouvez ce qu'on appelle, là tout de suite à ma droite, ce qu'on appelle les poulaines. C'est-à-dire, c'était les water qui servaient à tout le monde. Hein. Voilà. Mais vous comprenez, quand on est en plongée, pour manœuvrer des water, c'est pas toujours évident. Ici, on pénètre dans le poste des maîtres, c'est-à-dire les sous-officiers les plus gradés, hein, qui dormaient ici, et ils avaient aussi leur salle à manger ici. Vous voyez, la table où ils étaient servis, sachant que la cuisine est en dessous. Voilà. Alors, quand on sort du poste des maîtres, on rentre tout de suite dans un endroit essentiel pour un sous-marin, le central. C'est au central que le maître de centrale peut contrôler la plongée, c'est-à-dire savoir que si on peut descendre ou monter, etc., hein, sous l'eau, parce que pour un sous-marin, c'est essentiel de peser exactement son poids d'eau. Hein. Donc il y a quand même, on consomme un peu de gasoil, on consomme des vivres, de temps en temps, voilà. Donc il faut toujours ajuster le poids pour ceux qui savent, la poussée d'Archimède soit égale au poids réel du sous-marin. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des régleurs, et le maître de centrale peut toujours rajouter de l'eau dans les régleurs ou en enlever, de façon que le sous-marin fasse toujours son même poids. Voilà. Donc, on rentre dans la partie essentielle du sous-marin, le central. Là, c'est le compartiment des auxiliaires, hein. C'est-à-dire que c'est là
Et c'est là qu'il y a ce qui permet de fabriquer de l'air sous pression, etc. Hein. Voilà, alors ici, le central. Ici, c'était la position du maître de centrale. Il avait devant lui les barreurs de plongée, avec les barres arrière et les barres avant. C'est essentiel. Et ici, il avait son tableau qui lui permettait de savoir à quelle immersion on est, etc. Et puis ici, un certain nombre d'éléments qui lui permettaient de contrôler des choses essentielles. La qualité de l'air à bord, ici le cap, etc. Voilà, donc je vous ai dit, ici, c'était là que vraiment vit le sous-marin. Voilà. En dessous, il y a la cuisine. Alors on a mis là une vitre, mais normalement, lui, il ne la voyait pas. Hein. Mais le cuisinier était en dessous, tranquille. Hein. Voilà. Sachant que nos commissaires avaient inventé les quatorzaines, c'est-à-dire 14 jours de repas, délicieux d'ailleurs, parce que c'était la seule joie qui nous restait à bord, hein, si on peut dire. Hein. Voilà. Et tous les 14 jours, on recommençait. Voilà. Et il sortait ça de son frigo, et le cuisinier à bord, il pouvait jouer sur les sauces, des choses comme ça. Enfin, voilà. Hein. Voilà. Bon, voilà, essentiel. Hein. C'était essentiel. Un central, dans tous les sous-marins, il y a un central, plus ou moins important, mais voilà. Alors ici, vous avez juste une échelle qui permettait d'accéder à la passerelle quand on était en surface. Hein. Ici, là, vous avez le barreur de direction. C'est pour aller à droite ou à gauche. Donc, vous voyez, comme l'officier de quart était ici dans le central d'opération, il n'était pas loin, il pouvait donner des ordres pour aller à droite ou à gauche facilement. Alors, deuxième local important pour le sous-marin, c'est le central opération. Hein. Donc, ce qu'on trouve toujours dans ce central opération, c'est les périscopes. Vous voyez, il y a deux périscopes, un périscope de veille, sur lequel il y avait un petit radar, hein, et puis un périscope d'attaque beaucoup plus fin pour qu'il ne puisse pas être trop détecté. Voilà. Et ici, il y avait tout ce qui est la commande des armes, c'est-à-dire les torpilles, puisque les seules armes de ce sous-marin, c'était des torpilles. La commande des torpilles était là. Et on retrouve ici, toujours dans ce central opération, la partie essentielle aussi pour un sous-marinier, l'écoute, le bruit. Puisque la seule façon de détecter les bateaux qui passent, c'était de les entendre. Donc tout ce secteur-là, c'était des écouteurs. Hein. En particulier, on avait créé ce qu'on appelait les oreilles d'or, hein, c'était des gens spécialement formés pour détecter des bruits. Et à partir d'un certain bruit, vous disiez, celui-là, ça c'est un cargo, il a 2 lignes d'armes, ne t'entends pas le d'hélice, etc. Enfin, voilà. Donc c'était essentiel. Avec une table traçante pour savoir où on est et mettre éventuellement les buts. Hein. Et puis ici, un petit PC radio, parce que quand même, les liaisons sont importantes. Hein. Voilà. Alors, rappelez-vous, ça c'est le CO, le Central Opération. Alors ici, on rentre dans la partie vie. Hein. Là, c'était la chambre du commandant, les officiers, hein, donc le carré officier, on a ouvert, là, on vous a montré, en enlevant une dalle, que c'est en dessous que se trouvent nos batteries, les fameuses batteries, pour un sous-marin, les batteries. Donc les batteries étaient entièrement sous cette partie logement des officiers et sous le central opération. Alors je vous rappelle qu'on était quand même 45 dans un petit bateau comme ça. Eh bien, même je peux vous dire que c'est pas beaucoup 45, mais on avait quand même l'impression d'être très serré. Hein. Et avec, si vous voulez, jamais aucune possibilité de s'isoler. Hein, voilà. Donc il fallait bien se supporter les uns les autres, ce qui finalement a créé un sentiment de camaraderie, si vous voulez, que les sous-mariniers, normalement, gardent jusqu'à la fin de leur vie. Si bien qu'on dit qu'on est sous-marinier toute sa vie. Voilà. Voilà, on avance un peu. Ici, c'était un panneau, hein, le panneau qui permettait, il y avait normalement une échelle, et quand on était à quai, au port, les visiteurs pouvaient rentrer et ressortir par ici, hein, sans avoir besoin de monter par la passerelle, voilà, hein, en restant à partir du pont, là, voilà. Et il y avait un panneau comme ça ici, et l'autre était dans le poste arrière, tout à fait, voilà. Alors là, on va arriver dans le poste avant. On arrive dans
le poste le plus grand de ce petit sous-marin, parce que c'était le poste de logement de l'équipage, avec toutes leurs bannettes, toujours avec le système de la couchette chaude, hein, et des armes, puisqu'il y avait les 4 tubes lance-torpilles, avec les torpilles, une torpille dans chaque tube, et il y avait 4 torpilles sous de réserve, hein, sous le plancher, là, voilà. Alors, juste une petite particularité, il y a un gros panneau là, un peu de côté, qui était le panneau pour embarquer les torpilles. Hein. Voilà, la torpille, on ouvrait, le panneau, et là, vous aviez un système qui permettait d'accrocher la torpille et de la présenter en face de son tube. Voilà. Voilà, je peux vous dire qu'ici, de temps en temps, bien que ça fasse, on ne pouvait pas, quand on n'avait pas besoin de faire trop de bruit, ou quand on pouvait faire un peu de bruit, il y avait quelquefois des séances de cinéma ici. Voilà. Oui, c'est assez limité. Mais enfin voilà. Bon, alors juste un petit détail. Là, on va ressortir, vous voyez, on voit le jour. Mais ça, c'était une porte qui n'existait pas. Hein. C'est des portes qui ont été créées uniquement pour permettre de visiter ce sous-marin. Voilà. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez fait une bonne visite. Hein. Effectivement, c'est le plus petit sous-marin qu'on ait jamais eu en France, et même, je peux dire, presque dans tous les pays. Et ce qui a permis d'ailleurs de l'amener à Paris, ce qui est exceptionnel, puisque de pouvoir visiter un sous-marin dans notre capitale, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Là, on a spécialement pour la visite ouvert 2 hublots pour qu'on puisse voir ce qu'on appelle les ballasts, l'intérieur des ballasts. Alors, c'est important, les ballasts ont été inventés par un Français vers 1900, hein, ce qui a permis aux sous-marins, je vous disais tout à l'heure que le sous-marin devait peser exactement son poids d'eau pour naviguer sous l'eau, grâce à la poussée d'Archimède, hein, mais en surface, il faut avoir une flottabilité, et donc on lui a rajouté de la flottabilité en rajoutant de chaque côté de la coque résistante des locaux qui, lorsqu'on est en plongée, sont pleins d'eau, et lorsqu'on est en surface, sont vides d'eau. Voilà. Ils sont ouverts en bas, donc quand on plonge, il suffit d'ouvrir la vanne en haut et l'air s'échappe et l'eau rentre. Par contre, pour les vider, pour faire surface, il faut envoyer de l'air sous pression, voilà, pour chasser l'eau qui est dans les ballasts et permettre de faire surface. Voilà. Donc, vous voyez, c'est important. Je pense que ce monsieur Laubeuf qui a inventé ces ballasts, ça a été essentiel pour permettre à ce que les sous-marins soient vraiment une arme efficace qui peut naviguer aussi, assez loin en surface ou en plongée. Voilà. Ici, on voit bien le bas des ballasts, hein, qui sont donc ouverts. On voit que c'est une petite coque qui se rapproche de la coque épaisse, mais pas fermée. Hein. Donc, il faut penser que les ballasts sont toujours ouverts en bas, sur la mer. Hein. Et ici, vous avez le long de la quille deux blocs qui permettaient ce qu'on appelle les plombs de sécurité, qui permettaient, en cas d'un gros problème, d'alléger brutalement le poids du sous-marin pour rester en surface. Donc cela explique qu'en temps de guerre, on les bloque, hein, pour ne pas risquer, parce qu'un sous-marin qui perd ses plombs de sécurité, il ne peut plus naviguer qu'en surface. Voilà. Donc c'est important quand même de passer en dessous et de les voir. Hein. Là, vous voyez l'arrière de ce petit sous-marin, mais on distingue comme bien l'hélice, il n'y en a qu'une, hein, les barres de plongée, la barre de direction que vous voyez qui est grosse, et puis les barres de plongée qui sont plus difficiles à détecter parce qu'elles sont à plat. Voilà. Et là, vous voyez bien la passerelle là-haut avec un périscope, le périscope d'attaque qui sort. Donc, vous venez de voir un sous-marin, l'Argonaute. La France en a construit 4, mais c'était des conceptions totalement françaises, hein, pour faire des sous-marins silencieux et capables de pister les sous-marins soviétiques de l'époque. Voilà. Et malheureusement, vous avez vu la visite, on était quand même très serré à bord et on ne pouvait pas mettre beaucoup d'armes et les torpilles, etc. Donc, ça a servi de modèle pour construire un
les sous-marins qui ont suivi, qui ont été les Daphné. Les Daphné qui faisaient 3 fois plus au point de vue taille, mais qui ont été construits en grande quantité et vendus à pas mal de pays et qui ont été des sous-marins pour leur époque remarquables, juste avant qu'on invente les sous-marins nucléaires. Pour finir, je voudrais vous dire que c'est exceptionnel de pouvoir voir un sous-marin, un vrai sous-marin, ici à Paris. Et on est arrivé à le mettre, grâce à tous les canaux qui arrivent jusqu'ici, à La Villette, au centre des sciences et de l'industrie à La Villette. Voilà, dans le parc de La Villette, qui a maintenant un sous-marin, et c'était quand même exceptionnel. Voilà.